en lien avec le CESCO, Muséum national d'histoire naturelle, sur la conservation des oiseaux d'eau dans le bassin méditerranéen, afin notamment de nourrir un outil d'aide à la décision qui s'appelle l'Observatoire des zones humides méditerranéennes et qui cherche à influencer la prise de décision en faveur des zones humides et des oiseaux d'eau. Alors, un petit rappel de ce que sont les oiseaux d'eau, même si ça fait partie du langage courant de l'ornitho à présent. Il y a une définition assez claire et précise qui a été donnée par Wetlands International, et ça regroupe 32 familles, 900 espèces d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides. Alors, une des particularités de ces familles d'oiseaux, c'est d'être, pour une grande partie des espèces, migratrices, et avec un aspect migratoire qui est en partie motivé par l'accès à l'eau. On a beaucoup d'oiseaux d'eau qui vivent sous des latitudes élevées, et qui donc, l'hiver venu, vont devoir chercher des zones en eau libre, non gelées, et aussi beaucoup de populations qui vivent dans les régions tropicales, soumises à une alternance de saisons sèches et de saisons humides. Et donc, cette fois-ci, les populations vont devoir migrer pour trouver des zones en eau lorsqu'elles viennent à s'assécher. Alors, qui dit population migratrice, dit évidemment un cumul de menaces sur les différents sites que l'espèce va fréquenter, ce qui complique évidemment la conservation d'une espèce. Si on prend par exemple le cas d'école du Bécassos patule, qui est malheureusement pour lui le limicole le plus rare du monde, avec moins de 400 individus subsistants, on voit que ça devient très compliqué d'essayer de le protéger parce que selon les lieux qu'il fréquente, que ce soit par exemple ces terrains de reproduction en Russie qui vont être menacés par le changement climatique, les zones de transit en migration en Corée du Sud ou en Chine, notamment les grandes vasières intertidales qui vont être poldérisées pour être transformées en terrains agricoles ou en ports industriels ou commerciaux, ou encore ces quartiers d'hivernage en Birmanie et au Bangladesh, où l'espèce, avec d'autres limicoles, va être capturée au filet à des fins culinaires. On voit qu'il devient très compliqué d'avoir des actions concertées pour la protection d'une espèce migratrice. Alors nous travaillons sur une région en particulier, qui est le bassin méditerranéen. Alors, le bassin méditerranéen, c'est le cœur d'une des 3 grandes voies de migration mondiale, qui est la voie Afrique-Eurasie. Et c'est une zone d'importance à la fois en tant qu'halte migratoire, mais aussi en tant que zone d'hivernage. Donc avec environ 50% des effectifs hivernants des oiseaux d'eau du paléarctique occidental qui y passent l'hiver. C'est donc un quartier d'hivernage crucial pour beaucoup d'espèces, et encore plus peut-être pour d'autres qui sont mondialement menacées, comme l'iris mature à tête blanche, le fulier du Milouin ou le pélican frisé. Alors, le problème du bassin méditerranéen, c'est que c'est aussi une région qui est sous forte pression, et des pressions qui sont notamment d'origine démographique, puisqu'on a une forte densité de population sur les rives de la Méditerranée, un demi-milliard d'habitants, une démographie toujours en forte hausse, avec notamment, par exemple, la population sur la rive sud qui a doublé en 30 ans. Et puis, c'est également la première destination touristique du monde, avec 27% du flux touristique qui se passe dans le bassin méditerranéen, qui rajoute donc des centaines de millions de personnes à la population résidente, et concentrée en particulier à une saison de l'année, l'été, et sur notamment le littoral, là où se trouvent aussi les zones humides. Notre problème du bassin méditerranéen, c'est la rareté de certaines ressources naturelles, et en particulier des ressources en eau. Donc, c'est naturellement une ressource qui est rare, mais qui aussi devient de plus en plus rare suite à l'augmentation de la population. Et puis, manque de bol, le bassin méditerranéen et avec la région arctique, les 2 points chauds de changement climatique sur le globe. On y observe donc un réchauffement qui est plus fort et plus rapide que dans d'autres parties du monde, avec par exemple aujourd'hui des températures qui sont 1,6 au-dessus des températures pré-industrielles, alors que la moyenne mondiale est à 1,1. Et les prévisions indiquent que le réchauffement continuera à être plus important qu'ailleurs. Et puis, dans les médias, on en parle beaucoup, on a un problème, de nouveaux problèmes de conflits dans certains pays méditerranéens, comme en Syrie ou en Libye, des crises économiques et politiques qui ont secoué plusieurs pays également, et qui ont eu pour conséquence d'affaiblir la gouvernance. Et lorsqu'on parle d'environnement, une gouvernance affaiblie, c'est rarement un bon signe, parce que ça veut dire que les règles environnementales seront moins appliquées. Alors évidemment, ces grandes pressions qui existent sur le bassin méditerranéen vont se concrétiser en menaces directes sur la biodiversité du bassin méditerranéen. Alors ces menaces directes vont inclure notamment une surexploitation des ressources biologiques. Donc on parle notamment beaucoup de surpêche en Méditerranée. 90% des populations de poissons pêchés sont en surpêche en Méditerranée. Une conversion des habitats naturels qui continue pour être transformés en terrains agricoles ou en zones urbaines. Une pollution importante due notamment à l'agriculture intensive et à l'industrie,
Aussi un grand nombre de barrages. Il faut savoir que le bassin méditerranéen est la région du monde où il y a le plus grand nombre de barrages qui ont été construits, avec encore de nombreux projets qui existent pour les Balkans ou la Turquie. Le problème des barrages, c'est qu'ils retiennent l'eau pour notamment des fins agricoles, mais que cette eau ne finira pas finalement dans les zones humides en aval. Et puis, c'est une zone donc, qui connaît beaucoup de flux de population, et ce qui facilite aussi l'implantation d'espèces exotiques envahissantes, avec environ 700 espèces problématiques implantées dans le bassin. Alors, le résultat, il est sans appel. Une espèce sur 5 est en voie d'extinction dans le bassin méditerranéen. Et parmi les écosystèmes méditerranéens, les zones humides font particulièrement pâle figure, puisqu'on a plus d'un tiers des espèces qui y sont en voie d'extinction. Et les images satellites montrent que 48% des zones humides naturelles qui étaient présentes en 1970 ont été détruites. Alors, la question se pose dans cette image assez glauque que je viens de dresser de la situation environnementale dans le bassin méditerranéen, de comment les oiseaux d'eau ont réagi. Et étonnamment, les oiseaux d'eau ont augmenté sur la même période. Alors, on a calculé un indice d'abondance qui a reposé sur plusieurs dizaines de milliers de séries temporelles d'oiseaux d'eau, notamment les fameux comptages wetlands qui sont réalisés donc en hiver, et qui ont permis de montrer que donc, globalement, les populations d'oiseaux d'eau avaient augmenté. Un résultat qui d'ailleurs se vérifie dans les différentes enquêtes nationales, là aussi souvent basées sur les comptages wetlands, qui peuvent être réalisées dans plusieurs pays méditerranéens. Ça se vérifie en France, par exemple, où la LPO a montré que la majorité des populations d'oiseaux d'eau de France étaient en augmentation sur le long terme, avec par exemple des espèces en augmentation très forte, comme la spatule blanche ou le bécasseau sanderling, et puis évidemment quelques espèces qui diminuent, le flibu nominant, les darets duvet, mais globalement, on a quand même plus d'augmentation que de déclin. Donc, il ne faut pas bouder son plaisir, on est vraiment face à une des rares success stories de la conservation, et donc voilà, il faut l'admettre. Et par contre, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que l'augmentation des oiseaux d'eau en Méditerranée et en Europe en général n'est pas le fruit du hasard et repose sur des actions de conservation importantes et intenses et qui ont été menées depuis longtemps. Une histoire que je retracerai par exemple à 70 ans et qui a commencé notamment avec le travail d'une personne qui s'appelait Luc Hoffmann. Donc, Luc Hoffmann était un ornithologue suisse qui est venu en Camargue dans les années 40, notamment faire du terrain pour étudier la sterne Pierre-Garin pour sa thèse, et qui est tombé amoureux de la région et qui s'y est installé et a fondé une station ornithologique, la station de la Tour du Valat, où je travaille aujourd'hui, qui est devenu depuis un institut de recherche pour la préservation des zones humides en Méditerranée. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Au même moment, il s'impliquait fortement dans l'IUCN, donc il a été le vice-président, et également dans ce qui s'appelait alors BIROE, et qui est devenu après Wetlands International, dont parmi les premiers locaux se sont retrouvés en Camargue à la Tour du Valet. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que Wetlands International est aujourd'hui l'ONG qui gère le plus grand programme de sciences participatives au monde, qui sont les comptages wetlands. Donc, je m'imagine plusieurs d'entre vous participent à la mi-janvier. Donc, c'est le plus grand programme de sciences participatives parce qu'on a 15 000 volontaires qui, tous les ans, se répartissent sur plusieurs dizaines de milliers d'individus dans le monde entier pour compter les oiseaux d'eau. Ces comptages permettent d'établir les tendances sur les espèces, de définir les zones qui sont d'importance pour eux et, in fine, de permettre leur protection. Alors, son œuvre a aussi consisté à protéger des grandes zones humides, notamment celle de Doñana. Doñana, donc, c'est une grande zone humide qui se trouve dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et qui est reconnue notamment pour ses populations de lynx pardel et d'aigle ibérique. Et Luc Hoffmann, en fait, a participé à la création d'un fonds international pour la préservation de ce site, ce qui a permis sa protection in fine. Ce fonds s'est appelé le WWF et est devenu l'ONG que vous connaissez maintenant. Il a également initié la Convention de Ramsar. Alors, la Convention de Ramsar, c'est la première convention internationale qui s'est focalisée sur la protection et la conservation d'un écosystème. Et donc, cet écosystème était les zones humides en tant qu'habitat pour les oiseaux d'eau. C'est une convention qui a été signée en 1971 et qui est toujours active et qui est un outil important pour la préservation des oiseaux d'eau et des zones humides dans le monde. Et puis, il a également fondé une fondation qui a permis de financer les actions de conservation, et notamment en faveur des zones humides méditerranéennes et des oiseaux, jusqu'à aujourd'hui. Il a également aussi participé, puisqu'on en parlait juste avant,
à la préservation du banc d'Arguin et des lacs Prespa en glace. Alors, pourquoi une telle émulation autour des zones humides méditerranéennes et des oiseaux d'eau à cette époque? Il faut comprendre que la région traversait une vraie campagne de drainage des zones humides, avec un cas d'école qui est assez connu par nous, par exemple, c'est le cas du lac Roula, qui est dans le nord d'Israël. C'est un lac et une zone de marée qui, à la base, couvrait plusieurs centaines d'hectares et qui, en quelques années, ont été drainés presque complètement pour en faire des milieux agricoles. Donc là, vous voyez, juste la flaque qui est restée a été mise en réserve pour contenter les quelques écolos de l'époque, mais ça n'a pas empêché pour autant l'extinction de poissons endémiques et aussi de la seule population reproductrice d'Aninga du Paléarctique occidental, qui en fait utilisait le lac Roula comme site d'hivernage, mais se reproduisait sur le lac Amik dans le sud de la Turquie, lac qui lui aussi s'est vu drainé à la même période, lui aussi pour être transformé en terrain agricole. Alors, sans aller si loin, les campagnes de drainage des zones humides avaient également lieu plus près de chez nous. Par exemple, en Camargue, on a la moitié des zones humides qui ont été détruites entre les 1945 et les années 70, soit pour en faire des terrains agricoles, en particulier des rizières, soit des complexes industriels tels que le complexe de Fos-sur-Mer, ou encore des stations balnéaires comme le Gros-du-Roi et Port-Camargue. Et alors le problème, c'est que ces grandes destructions de zones humides qui avaient lieu pour reconstruire l'économie des pays, elles s'est faites à un moment où les oiseaux d'eau avaient des populations qui étaient déjà très très basses. Pourquoi? Parce que ça faisait au moins plus d'un siècle que les oiseaux d'eau étaient chassés de manière non durable, puisqu'on assiste à des gros déclins, pour différentes raisons. Une des raisons qui était majeure à la fin du 19e et début du 20e siècle, c'était notamment l'industrie de la plumasserie. Donc les oiseaux étaient recherchés, en tout cas certaines espèces, pour leurs plumes qui permettaient d'agrémenter les vêtements des bourgeoises de l'époque. Et pour d'autres raisons également, les oiseaux étaient prélevés notamment à travers le ramassage d'œufs sur leurs colonies ou des destructions volontaires pour, notamment parce qu'on pensait que les oiseaux piscivores étaient une menace pour les réserves de poissons. Alors du coup, quelle était la solution qui a été envisagée à l'époque pour essayer de contrer ces menaces? Ça a été la protection. Notamment la protection des habitats des oiseaux d'eau, donc des zones humides. Et c'est donc pour ça que la Convention de Ramsar, en premier lieu, a été créée. Convention de Ramsar qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est le plus grand réseau d'aires protégées au monde, puisque donc elle s'évertue à désigner des sites qui sont d'importance internationale, avec des critères notamment pas mal orientés vers la quantité d'oiseaux d'eau qu'on peut y trouver. Et cette convention, en tout cas la désignation du site Ramsar, a plutôt été bien suivie en Méditerranée, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines de sites qui ont été désignés, ce qui représente plusieurs millions d'hectares tout de même. Au même moment, on a parlé dans les présentations précédentes, la Convention de Berne était ratifiée et avec donc la volonté de préserver la flore et la faune menacée de l'Europe, ce qui, dans le droit européen, s'est traduit par les directives oiseaux et habitats notamment, avec donc l'idée de protéger les espèces, notamment contre des activités de prélèvement non mal gérées, mais aussi de conserver leurs habitats. C'est ainsi que le réseau d'aires protégées Natura 2000 a vu le jour, un réseau d'aires protégées qui, pour une fois, était vraiment désigné pour la protection de la biodiversité. Alors, les oiseaux d'eau, on en a parlé aussi tout à l'heure, ont bénéficié d'un accord supplémentaire, celui de l'AEWA, qui est une émanation de la Convention sur les espèces migratrices, qui cherche notamment à contrôler les activités de chasse, cette fois-ci sur l'ensemble de la voie de migration des oiseaux d'eau, donc Europe et Afrique. Voilà. Alors, clairement, ces mesures de protection, on voit qu'elles ont été quand même assez variées, elles ont porté leurs fruits. Plusieurs espèces ont vu une remontée de leurs effectifs qui est directement reliée à ces actions de protection, la dinde de melon, grand cormoran, spatule par exemple. Et nous, ce qu'on a cherché aussi à faire, c'est de mesurer l'efficacité de certains outils qui avaient été mis en place. Par exemple, est-ce que le réseau de sites Ramsar qui avait été désigné en Méditerranée avait joué un rôle dans la progression des effectifs oiseaux d'eau? Et on peut dire que oui, dans le sens où presque la moitié des oiseaux d'eau aujourd'hui qui sont comptés en Méditerranée se retrouvent dans les 7% de sites Ramsar, d'où l'importance cruciale de ce réseau de sites. Mais aussi, on a pu démontrer qu'une fois un site désigné en Ramsar, les oiseaux d'eau y augmentaient. En tout cas, ça s'est vérifié dans certains pays, comme les pays du Maghreb. D'autre part, on a d'autres études qui mettent en évidence que la directive oiseaux a aussi été un levier majeur en Europe pour l'augmentation de certaines espèces d'oiseaux d'eau, avec par exemple des espèces qui sont inscrites sur les annexes
1 où la chasse est totalement interdite, qui ont été en moyenne en augmentation plus importante que les espèces qui n'étaient pas sur cet annexe. Alors, pour autant, on a aussi mis en évidence qu'il y avait ces actions de conservation n'avaient pas été parfaites, elles avaient des limites, notamment par exemple, tous les sites qui méritaient une désignation en aire protégée n'avaient pas été. Donc, si on regarde uniquement le statut Ramsar, on voit qu'il reste encore un grand nombre de sites qui atteignent des seuils internationaux qui ne sont pas protégés, notamment en Turquie. Et puis, ce n'est pas parce que des lois de protection ont été votées qu'elles ont été appliquées. Et Maxime en parlait tout à l'heure, par exemple, sur le problème de chasse. Même si la chasse se veut contrôlée dans à peu près tous les pays qui bordent la Méditerranée, pour autant, elle ne l'est pas forcément. Il y a une chasse illégale qui reste très importante, avec des prélèvements qui avaient été mis en évidence par BirdLife International qui restent très importants dans certains pays, Italie, Égypte, Chypre, Liban, par exemple. Ce qui concerne également les oiseaux d'eau, par exemple, en Croatie, on estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de foulques qui sont tuées également chaque année, en plus de celles qui sont autorisées à la chasse. Et puis, là aussi, ce n'est pas parce qu'un site est protégé que plus rien ne s'y passe. Malheureusement, on continue à avoir une perte de zones humides, y compris dans celles qui ont été désignées comme aires protégées. Et on voit que cette destruction de zones humides intervient davantage au sud de la Méditerranée qu'au nord. Alors, malgré tout, le bilan pour les oiseaux d'eau, il est plutôt positif. On a une augmentation de la majorité des espèces d'oiseaux d'eau dans le bassin méditerranéen et en Europe de manière plus générale. Maintenant, quelle sera la situation à l'horizon 2100, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, on sait que la région va connaître un changement climatique important, des températures en hausse, des précipitations en baisse, ce qui va menacer la mise en eau des zones humides, et puis également une perte d'habitat naturel qui va continuer, puisque la démographie humaine va continuer à s'accroître. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la thèse de Fabien Vernist, c'est de prédire notamment les sites dans le bassin méditerranéen qui vont être les plus à risque pour la biodiversité à travers la mesure d'un indice d'exposition qui cherche en fait à cumuler l'impact du changement climatique localement, également l'impact du changement d'occupation du sol localement, et puis également la distance que les espèces devront réaliser dans le futur pour retrouver des conditions climatiques analogues à celles d'aujourd'hui. Et on voit que, quel que soit le scénario du GIEC, plus ou moins pessimiste, on voit que ce sont toujours à peu près les mêmes régions du bassin méditerranéen qui vont se retrouver particulièrement à risque, particulièrement vulnérables, péninsule ibérique, rive sud de la Méditerranée et Turquie notamment. Donc, du coup, on commence à avoir une idée un peu plus claire de où il faudra prioriser les actions dans le futur et quelles actions mettre en place. Eh bien, nous pensons que, là encore, notamment pour lutter contre le changement climatique et de manière plus générale contre les changements globaux, la protection reste une des solutions cruciales à mettre en place si on veut préserver les oiseaux d'eau. Pourquoi? Parce que plusieurs études montrent notamment que l'ajustement thermique des communautés d'oiseaux est permis lorsqu'il y a une protection qui est mise en place, que ce soit à travers les aires protégées ou que ce soit à travers des lois de protection qui sont mises en place, qui sont appliquées. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les oiseaux d'eau vont, si on limite les autres pressions anthropiques, si on limite la chasse, si on limite la perte de zones humides, perte d'habitat naturel, et que les oiseaux d'eau n'auront plus à dire qu'avec une seule menace, qui sera celle du changement climatique, et elles pourront donc davantage y répondre. Le problème, c'est que la protection, comme je vous le disais, n'est pas uniforme, et qu'aujourd'hui, les zones humides qui sont en train de subir les impacts du changement climatique les plus forts, à savoir des températures qui augmentent davantage et des précipitations qui baissent davantage, sont également celles qui sont le moins protégées. Ça s'explique notamment par leur situation géographique. Beaucoup de ces zones humides qui subissent donc un changement climatique important sont situées sur la rive sud ou dans l'est du bassin méditerranéen, où les mesures de protection sont moins fortes. Donc, en résumé, on pense avoir démontré que la protection est la solution qui a permis la reconstitution des populations d'oiseaux d'eau dans le passé et jusqu'à aujourd'hui. Et on pense aussi que c'est la solution qu'il faut privilégier dans l'avenir pour maintenir ces populations face aux défis qui s'annoncent. Donc,
ça serait d'avoir de nouveaux objectifs de désignation d'aires protégées, augmenter en gros le réseau d'aires protégées dans le bassin méditerranéen, mais également d'augmenter leur statut de protection. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déclarer une aire protégée et qu'elle soit déclarée sur le papier sans qu'il y ait des actions, des mesures fortes qui soient accompagnées sur le terrain. On pense aussi que la restauration, notamment des zones humides qui ont déjà été dégradées ou perdues, doit se faire afin d'augmenter la capacité d'accueil d'habitat pour les oiseaux d'eau. Alors, ça, c'est nos objectifs. Et l'idée maintenant est que ces objectifs passent dans le camp des décideurs politiques et que donc les recommandations faites par les scientifiques soient prises en compte. Alors, il y a quelques raisons de temps en temps pour être un peu optimiste. Et par exemple, le Green Deal de l'Union européenne a dans certains éléments qui sont plutôt repris en fait, des recommandations scientifiques, notamment en termes d'objectifs de restauration et également en termes d'augmentation du réseau d'air protégé. Pour autant, ce sont des engagements que l'Union européenne est en train de prendre. Ça ne va pas forcément se concrétiser par des faits. Donc, il ne faut pas lâcher la pression et continuer à poursuivre le dialogue et la pression sur les décideurs politiques. Une autre voie d'action qu'on pense importante, c'est notamment travailler avec la société civile. On a vu qu'il y a notamment dans les pays du Sud et de l'Est du bassin méditerranéen où les gouvernements ont été moins enclins à mettre en place une protection efficace pour notamment les oiseaux d'eau et leurs zones humides. On pense que la solution peut passer par la société civile, notamment en formant par exemple une nouvelle génération de protecteurs des oiseaux, par exemple en les aidant à reconnaître les oiseaux, en les formant à participer au comptage wetlands, à analyser les données et aussi à mieux gérer les zones humides. Et puis, on pense aussi qu'on peut se permettre d'appuyer les ONG locales qui sont déjà dans ces pays et qui sont déjà actives pour la protection. Parce il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'ONG et d'associations locales qui cherchent à protéger l'environnement dans ces pays. Et par exemple, on peut les aider à ce que leur combat soit porté sur la scène internationale et un retentissement et, in fine, soit gagné. C'est par exemple, juste un petit exemple, ce qui s'est passé en Turquie récemment, avec cette ONG turque Doğa Derneği, qui cherchait à combattre un projet d'autoroute qui devait traverser le delta du Gediz, qui est une des principales zones humides de Turquie, et qui, grâce un peu à l'effervescence que ça a été créé avec d'autres ONG européennes, a pu voir ce projet être annulé. Voilà, donc j'en ai fini. Je voulais remercier évidemment les étudiants qui ont travaillé avec moi sur ces questions, Élie Gagé, Fabien Verniste, et également toute l'équipe du muséum qui a co-encadré ces étudiants, et puis aussi mes collègues de la Tour du Bala qui notamment participent au recueil des données, à la collecte, à leur nettoyage, et puis ce qui permet ces analyses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Quelques questions. Alors moi, j'ai une question. Quand tu parles de remontée des effectifs des populations, la plupart des populations d'oiseaux d'eau, tu disais, sont plutôt les populations sont remontées, elles sont en augmentation. Elles sont en augmentation à quelle échelle de temps? C'est-à-dire par rapport à une situation catastrophique il y a quelques dizaines d'années ou à plus long terme? Oui, alors quand je parle de remontée des populations, là par exemple, depuis 1990, c'est ce que je qualifierais d'un long terme. Mais je pense que si on prend un état de référence en 1970, on observerait aussi cette augmentation. En gros, je pense qu'il y a eu un vrai creux démographique autour des années 50-60. On était au plus bas pour beaucoup d'espèces et depuis, on est remonté. Maintenant, après, évidemment, si tu regardes sur des périodes de temps plus courtes, comme par exemple, je sais pas, si on prend la période 2010-2020, là, par contre, on ne va pas forcément avoir des tendances aussi positives. J'ai même l'impression qu'on observe plutôt une stabilisation de cette augmentation, voire un déclin à nouveau de certaines espèces. Pour autant, en 2020, on a pour beaucoup d'espèces des niveaux de population qui sont bien plus élevés qu'il y a 40 ans. Voilà. Ok, merci, ça répond très bien à la question. Hugo Pontalier a aussi une question, et c'est: quelles sont les prochaines zones humides dont la protection est dans les tuyaux ou sur le point d'être adoptée? Je pense que la question vaut aussi bien pour la France que sur tout le bassin méditerranéen. Si t'as des... Et il dit qu'il veut des noms, si tu en as. Alors, je n'ai pas forcément de nom, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait vraiment les efforts de protection à prioriser sur plusieurs pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Pourquoi?
parce que il y a vraiment des gaps, notamment en Turquie. C'est peut-être un pays où j'ai l'impression qu'il y a le plus de gaps en termes de protection et aussi le plus de destruction de zones humides qui a lieu. Et aussi, sans doute, d'après les prévisions climatiques et le changement d'occupation du sol, une des régions qui va le plus en souffrir. Donc, c'est à mon avis un pays important sur lequel capitaliser. Après, le problème, quand on parle de protection, c'est qu'on n'en finit vraiment jamais. Parce que, par exemple, un site peut être désigné Ramsar, comme je vous le disais, et on peut s'arrêter là. Et pour autant, malheureusement, ça ne va pas suffire parce que ça ne va pas s'accompagner d'un plan de gestion, ça ne va pas s'accompagner d'actions concrètes de conservation. Et même si les gouvernements vont multiplier les statuts de protection, ça ne va pas empêcher la dégradation d'un site. Donc, voilà. Donc, j'ai pas trop. Je pense qu'il faut agir sur deux fronts. Il faut continuer à désigner des sites. Alors là, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner. En France, par exemple, de nouveaux sites qui vont, à ma connaissance, être protégés. Si vous en avez, je suis curieux. Mais voilà, il faut continuer à désigner de nouvelles aires protégées et renforcer le système de protection existant. Ok. Alors, je vais te poser une question extrêmement spécifique de Sandy Barberis et après, j'aurai une question beaucoup plus générale. Comment peut-on lutter contre certaines espèces introduites et invasives du style écrevisse américaine sans impacter certaines potes d'oiseaux comme les spatulés? Très bonne question. Bon, voilà, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais bon, la protection n'est évidemment pas le seul facteur qui a causé l'augmentation de certaines populations d'oiseaux d'eau. Quand on a commencé ces études, en fait, justement, il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient expliquer l'augmentation des oiseaux d'eau comparé à d'autres espèces. Et notamment, un de ces facteurs, c'était l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, comme l'écrevisse, qui sont apparues comme, en effet, c'est vrai, une ressource alimentaire aujourd'hui importante pour beaucoup d'oiseaux. Donc, ce nous, on a pu vérifier, c'est que la protection a été un facteur important qui a drivé l'augmentation des oiseaux d'eau. Après, on n'a pas étudié, par exemple, si l'impact des écrevisses est si important que ça ou pas. Il est sans doute important localement. Est-ce qu'il est si important que ça pour expliquer l'augmentation? On ne sait pas. Donc, est-ce que lutter contre cette espèce va forcément induire un déclin marqué des populations d'oiseaux d'eau? Ça reste encore à voir, d'après nous. Ok. Et puis pour la dernière question, je pense que ça va être un message assez intéressant. Il y a plusieurs personnes, ou Véronique Lavessière, Siem, qui se posent la question de savoir concrètement, quand on est un simple citoyen, observateur, lambda, comment est-ce qu'on peut faire pour aider là-dessus, puisqu'on n'a pas trop le pouvoir de protéger des zones énormes, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais comme action pour participer à cet effort? Bon, en France, je pense qu'il y a plein d'actions possibles, hein, mais par exemple, participer à ces programmes de sciences participatives, c'est déjà un super moyen d'aider la connaissance et du coup la mise en place d'actions. Alors, je reste un portrait peut-être un peu angélique de la situation, mais c'est vrai qu'en Union européenne, notamment, on a un système qui fait que les comptages qu'on va réaliser, par exemple, vont à un moment donné aboutir à des actions concrètes de conservation, parce qu'ils vont être pris en compte. Les rapports que va produire, par exemple, la LPO en France sur l'état des lieux des populations d'oiseaux d'eau vont permettre d'aboutir à la désignation d'un site. Alors évidemment, ça se fera avec plein de combats successifs, hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a une logique quelque part. Si vous étiez dans un autre pays, ça serait différent. Et je pense que là, il faudrait sans doute agir un peu plus d'un point de vue, encore plus d'un point de vue militant qu'en France. Ce qui n'empêche pas en France d'agir aussi sur un point de vue militant et faire remonter, par exemple, à ces élus locaux l'importance qu'on a d'aller sur une zone humide, d'aller observer les oiseaux, que ça fait partie d'un bien-être qui a autant de valeur que d'avoir une zone commerciale qui se monte à la place de la zone humide et qui va créer des emplois. Voilà. Je pense qu'il y a plein de façons de pouvoir agir pour mettre en évidence, pour essayer de protéger ces milieux, quoi. Ok. Et je crois que là-dessus, il va être l'heure d'en terminer. Merci Thomas d'avoir conclu cette longue semaine.